À toutes et bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc commençons par l'actualité. Vous l'avez peut-être suivi hier soir. Cette actualité, elle dit beaucoup de choses. Hier soir à Versailles, un accord a été signé effectivement entre les États-Unis et l'Iran et ouvrant la réouverture des détroits d'Ormuz, ce qui peut avoir un impact pour vos budgets dédiés notamment à l'énergie, puisque les prix de l'énergie, en tout cas fossile, ont certainement reflué à court terme. Une éclaircie possible, mais si on s'arrête une seconde sur ce que ça implique et ce que ça révèle, ce type de crise, c'est que finalement, faire bouger le prix que vous paierez demain, c'est le signe finalement que vous êtes soumis à des aléas très importants avec ces crises à répétition et qui ont tendance finalement à créer de l'incertitude et vous empêcher potentiellement de vous projeter dans l'avenir pour des investissements en direction de vos bâtiments, bien sûr, et pour les valoriser et potentiellement atténuer l'impact de l'énergie. Donc, tout ceci vous expose en permanence. Cette accalmie est quand même temporaire, il faut le saluer, mais ces aléas risquent de se reproduire. Donc, compter sur la détente des prix, ce n'est pas vraiment une stratégie. Et ce qui peut au contraire vous aider, c'est, surtout si ces chocs reviennent, c'est de tenir compte finalement de deux tendances majeures. Une tendance qui est celle que vous n'avez pas manquée et qui a été fortement accélérée pendant cette crise, c'est l'électrification croissante des usages du bâtiment, mais aussi de la mobilité, puisque les deux vont de pair. Et puis ce matin, on va justement adresser la loi d'ADU, le sujet de la loi d'ADU, qui embrasse finalement ces deux problématiques du bâtiment et de la mobilité, des consommations liées au bâtiment et des consommations liées à la mobilité. Donc le bâtiment de demain consommera autrement, forcément, davantage d'électricité, et c'est avec cette grille de lecture, en tout cas, qu'il faut aborder la loi d'ADU. En tout cas, c'est ce dont nous sommes persuadés chez Sobre Énergie, et on est ravis de pouvoir en discuter ce matin. Donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer tout simplement dans le vif du sujet. Ce matin, je suis ravi d'accueillir en tout cas Sandrine Délivré, qui est l'avocate associée du cabinet Franklin. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour Arnaud, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour Charlotte, puisque tu es la co-directrice générale avec moi de Sobre Énergie. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre bah, avec vous dans ce sujet de la loi d'ADU, et notamment, vous le savez, c'est toujours un petit rituel que l'on fait ensemble. On essaie de prendre le pouls de votre maturité au regard de cette loi d'ADU qui est relativement nouvelle de mars 2025, qui a été fortement revue. Et le but, c'est tout simplement de savoir quelle est votre maturité. Donc, première question, sans plus attendre. Face aux échéances de la loi d'ADU, puisqu'il y a une première échéance qui est en octobre 2026 pour certains. On va rentrer dans le détail après sur les seuils qui vous concernent de consommation, et on va voir évidemment comment on compte les consommations qui sont liées au bâtiment, mais pas seulement, les consommations qui sont liées aussi à la mobilité. Est-ce que vous êtes conforme? Est-ce que vous avez déjà lancé des choses? Alors, évidemment, ça va de l'audit au SME, qui est le système de management de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? Donc, pas de problème. En tout cas, vous avez un plan. C'est identifié, mais pas forcément de plan, ou encore, c'est pas engagé, ou tout simplement, vous ne savez pas si vous êtes assujetti. Donc, là, je me rends compte, et ça montre finalement que ce webinaire a quand même un intérêt. Il semble qu'il y a quand même au moins un tiers d'entre vous qui, pour l'instant, en tout cas, si je regarde les premiers résultats, je vous laisse encore quelques secondes pour vous exprimer, qui ne savent pas forcément s'ils sont assujettis. Et en tout cas, allez, le reste, 60% quand même, qui soit est déjà conforme, soit en tout cas a déjà pas engagé, mais a identifié en tout cas le problème. Donc véritablement, je pense qu'on est là au cœur du momentum, on va dire, et on va pouvoir vous aider à avancer dans le cadre de ce webinaire, notamment grâce à Sandrine et grâce à Charlotte. Deuxième sujet, deuxième point, évidemment, la loi d'ADU, c'est toujours un peu le Rubik's Cube de la transition énergétique dans la façon d'adresser la réglementation.
c'est un des éléments, hein, puisqu'il y a aussi le décret tertiaire, le décret Bax, et donc tout ça forme quelque chose, une constellation qui n'est pas forcément toujours bien articulée, mais en tout cas, il y a des points d'articulation quand même, et on va essayer de les adresser ce matin. Est-ce que vous le vivez comme une contrainte de plus à gérer, en plus du décret tertiaire, du décret Bax notamment, ou est-ce que c'est un risque juridique à sécuriser? Vous le voyez plutôt sous cette grille de lecture. Est-ce que finalement c'est une méthode, et on va le voir, peut-être un moyen d'amortir la volatilité des prix de l'énergie, puisque vous le savez, on l'a vu dans cette dernière crise, même si ça commence peut-être à refluer sur la partie énergie fossile, c'est un moyen d'amortir les chocs et de devenir plus indépendant finalement des prix du marché, ou alors c'est une opportunité pour valoriser votre patrimoine. Effectivement, ça c'est plus pour le secteur privé, mais le patrimoine aussi public peut être intéressé, ou alors vous n'avez pas vraiment d'avis tranché. Et là, on va essayer, en tout cas, en toute humilité, de vous aider à vous faire un avis. Voilà, ben écoutez, en tout cas, ça reste assez dispersé, mais en tout cas, vous êtes plutôt en recherche, 32%, en tout cas, c'est le score le plus élevé, qui cherche à avoir un avis plus tranché, et on va essayer de vous donner les informations qui vous permettront en tout cas de construire votre opinion. Voilà, sans plus attendre, comme vous le savez, je vous rappelle tout de même les éléments essentiels sur qui est Sobre Énergie. Historiquement, Sobre Énergie est issu en fait du giron de la Banque des Territoires, de la Poste Immobilier. En priorité, notre mission initiale était d'aider, et ce que nous faisons toujours, la Poste Immobilier dans sa transition énergétique en tant qu'assistant maître d'ouvrage, c'est-à-dire de l'accompagner, puisque nous avons été créés par ce binôme, ensuite pour servir bien sûr les entreprises et les collectivités dans la réalisation des économies d'énergie en tant qu'assistant maître d'ouvrage pour à la fois identifier donc les gisements d'économies d'énergie grâce à notre connaissance des bâtiments, à notre connaissance de la data, puisque nous avons aussi une capacité technologique à travers une plateforme à centraliser et à construire le référentiel de données patrimoniales et de données énergétiques, et puis des experts, des auditeurs, qui sont des auditeurs, des energy managers, puisque nous avons contribué déjà depuis 10 ans à la création finalement de ce nouveau métier. Et ça constitue l'expertise de Sobre Énergie, maintenant membre du groupe DeepKey depuis 2026. Vous l'avez peut-être vu, en tout cas, on a essayé de communiquer dessus, mais n'hésitez pas à relayer en tout cas cette information. Maintenant, nous sommes le pôle finalement Energy Management de DeepKey qui élargit son panel de solutions, initialement évidemment centré avec sa plateforme finalement leader, hein, on n'a pas tant que ça de leaders en Europe et même mondiaux comme DeepKey, avec une société qui est française, qui est en mesure de centraliser, de suivre les consommations d'énergie, les données dites ESG pour les détenteurs d'assets tertiaires, de bâtiments et de parcs immobiliers tertiaires assez larges. Donc nous sommes le volet, bien sûr, Energy Management, le volet qui permet de combiner finalement la technologie de pointe, qui est plutôt ici de DeepKey, avec l'expertise métier et l'accompagnement clé en main sur mesure. Notamment, on va le voir sur l'ISO 50001. Ça fait 10 ans que nous sommes sur le marché et nous accompagnons 150 clients et nous réalisons un peu plus de 300 audits énergétiques et études sur le volet tertiaire et à dimension, en tout cas fortement consommatrice, plutôt multisite. Voilà, pour que vous ayez une idée. Bien sûr, nous adoptons tous les référentiels IP-MVP et nous avons les certifications OPQI-BI. Voilà, sans plus attendre, pour réintroduire et refaire un petit rappel du contexte réglementaire, et puis après on embrayera avec notamment Sandrine sur le décryptage juridique et l'assujettissement, puisque c'est un des volets qui est essentiel pour comprendre si vous êtes concerné, et puis ensuite le volet certification ISO 50001, qui est un des moyens de répondre à cette réglementation, voilà, afin de vous permettre d'avoir cette feuille de route indispensable dans les prochains mois. Juste donc, pour rappel, cette nouvelle loi ou ce nouveau règlement, cette mise en place de cette loi d'ADU, nouvelle version, s'inscrit quand même dans une dimension historique. Il faut juste avoir en tête, il y avait, c'est pas nouveau en fait, même si on dit qu'il y a à chaque fois des nouveautés et des éléments qui changent dans la réglementation française. Depuis 2011, c'était la première version de la norme ISO 50001 qui permettait de mettre en place en tout cas
une démarche, et vous allez voir bien sûr que le système de management de l'énergie, ce n'est pas seulement une plateforme ou une centralisation des données énergétiques de votre parc de bâtiments tertiaires, c'est aussi toute une démarche complète, une méthodologie qui permet de viser l'amélioration continue. Et donc, dans cette démarche, il y a une évolution réglementaire voulue par le législateur, qui au départ est française, qui est après qui forcément s'agrège avec la réglementation européenne, mais le but est d'obliger en fait les entreprises plutôt privées qui payent leurs fournisseurs d'énergie de mettre en place une démarche d'amélioration continue avec des audits tous les 4 ans, notamment par cette loi d'ADU qui a commencé en 2013. Donc vous voyez déjà, on a quand même un recul. Mais depuis 2013, il y a une évolution réglementaire avec une deuxième version qui a permis à toute la filière d'efficacité énergétique de répondre à ces besoins réglementaires, sachant que la norme est quelque chose qui est un moyen de répondre à l'évolution réglementaire, et notamment avec l'introduction de la notion d'indicateur de performance énergétique. Donc, une logique qui s'affine au fur et à mesure du temps. Et la nouveauté en 2025, c'est qu'il y a une deuxième version de la loi d'ADU qui est fortement inspirée notamment par la réglementation européenne et qui va notamment introduire des seuils de consommation d'énergie, alors que précédemment, nous avions en fait des éléments quantitatifs de nombre de salariés qui étaient relativement éloignés de la démarche d'amélioration continue et de l'efficacité énergétique. Ce sont des grands principes juste pour que vous ayez en tête comment en fait l'évolution de la norme qui répond aux besoins de l'évolution réglementaire s'est construite au cours de ces 10 dernières années. Voilà, c'est simplement une mise en contexte. Donc, la démarche de la loi d'ADU, une nouvelle version 2025, et on va le voir en détail avec Sandrine, finalement, elle embrasse toutes les consommations d'énergie, et c'est pas simplement évidemment l'énergie liée au bâtiment. Ce qu'on disait dans l'édito, c'est à la fois la dimension d'électricité, de bâtiment, des process qui sont associés au parc de bâtiments tertiaires, les énergies thermiques, bien sûr, dans le gaz, le fuel, mais ça concerne aussi les réseaux de chaleur, bien sûr, les carburants, qui concernent l'ensemble des flottes de véhicules, et évidemment, on parlait de la méga tendance de l'électrification des flottes de véhicules. On voit que ça s'accélère depuis déjà 3 mois, notamment à cette crise, liée à cette crise géopolitique qu'on a abordée. Et tout ça, ça constitue l'ensemble global qu'il faut bien quantifier pour déjà savoir si l'on est assujetti. Et donc, c'est cette somme concaténée, cette concaténation de l'ensemble des énergies qui nous permet d'évaluer si vous êtes potentiellement assujetti. On va revoir ça en détail avec Sandrine et avec Charlotte après sur la dimension des réponses. Les collectivités, vous allez me dire, là, sur cette logique de cette loi d'ADU, notamment de mise en place d'un système de management de l'énergie, là, elles sont moins concernées, puisqu'elles sont déjà concernées, vous le savez, par la stratégie du décret tertiaire. L'échéance 2030, 2040, 2050, sans revenir dessus. Pour ce qui concerne la loi d'ADU, le volet collectivité, il est mentionné que chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics diminue au moins de 1,9% de leur consommation d'énergie finale depuis l'année 2021. Donc, vous voyez que là, c'est beaucoup moins engageant en termes de méthodologie que pour les acteurs privés. Mais ça, on va le voir dans le détail avec Sandrine, qui va se focaliser notamment sur ces aspects-là. Il n'en reste pas moins que la loi d'ADU, pour le volet collectivité, à partir du 31/12/2026, pour les villes qui ont moins de 50 000 habitants, il y a aussi cette exigence de baisse, en tout cas de consommation, au moins 1,9% de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année par rapport à l'année 2021. Donc voilà, donc c'est moins central, mais il faut quand même citer que les collectivités sont en partie concernées par cette loi d'ADU. Sans plus attendre, et là je vous invite dès maintenant à enregistrer et à mettre dans le chat qui s'affiche normalement dans votre écran, de enregistrer bien toutes les questions que vous souhaitez à poser auprès de Sandrine. Donc là, on va dédier quand même une large part de ce webinaire, notamment à ce décryptage juridique. Et Sandrine, je vous laisse la main pour avancer sur votre présentation et surtout, on prendra le temps à la fin du webinaire pour répondre à ces 15 ou 20 minutes de questions, puisque là, on rentrera dans le détail. Merci Sandrine. Parfait, merci beaucoup Arnaud.
Donc, je suis Sandrine Delivray, avocate associée du cabinet Franklin, qui est un des cabinets d'affaires indépendants qui traite de plusieurs pratiques. Et je suis notamment en charge, en tant qu'associée, de la pratique énergie et infrastructure, étant donné que notre cabinet travaille aussi bien en France qu'à l'international sur des sujets aussi bien d'énergie en droit français, au niveau du droit européen également, puisque j'ai un prisme et un passé d'associé dans un cabinet international, et par ailleurs également sur des sujets d'infrastructure, et enfin avec un département immobilier qui est très centré sur de grandes opérations où nécessairement les questions d'énergie vont venir et vont trouver à se poser. Donc, le sujet ici, aujourd'hui, qui nous est demandé de traiter, et avec grand plaisir aux côtés de Sobre Énergie, est celui, eh bien, on peut, je pense, passer sur la première slide. Pardon, je n'ai pas la main sur les slides, donc je me permettrai ce genre de… Et on communique à distance avec Arnaud. Le sujet, c'est en effet cette loi d'ADU qui vous a été présentée, et fort bien présentée par Arnaud. Et je vais juste faire une présentation un peu générale, et vous avez compris que c'est ici l'objectif est d'être opérationnel, pragmatique et de répondre à vos questions. Néanmoins, c'est toujours bien en effet de faire une petite mise en perspective, puisque ce texte s'inscrit dans une série de textes en effet qui ont été cités, s'inscrit également dans un certain nombre de textes en droit de l'Union européenne, et notamment la directive de 2023 sur l'efficacité énergétique. Et on a un certain nombre d'obligations de ce fait qui sont mises à la charge des entreprises selon une philosophie dans ce texte qui, à mon sens, est quand même assez différente de celle qui existait par le passé. En tout cas, d'un point de vue juridique, avant, on était vraiment centré sur la taille de l'entreprise et sur des mécanismes d'incitation. Là, on va vraiment être sur une logique liée à la consommation finale de l'énergie et au suivi régulier de cette consommation finale dans le but d'atteindre les objectifs qui sont les objectifs d'une réduction de 30%, comme vous le savez, de la consommation d'énergie finale d'ici 2030, également dans une perspective et dans une logique d'atteinte d'une neutralité carbone. Donc, pour mettre tout ça en place, la loi a mis en œuvre un certain nombre d'outils, et on va bien sûr, Arnaud en a parlé, l'audit énergétique, le SME, et on va discuter bien évidemment de ces outils et voir en quoi ils peuvent ou non s'appliquer aux entreprises dans lesquelles vous évoluez. Et surtout, ce critère de réduction de la consommation d'énergie va être très clairement défini par l'intermédiaire d'un certain nombre de seuils. Là aussi, on verra comment. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais déjà, à titre liminaire, rappeler le calendrier. Parce que si on est là aujourd'hui pour se parler en juin 2026, c'est qu'il y a des sujets de calendrier qui, notamment d'un point de vue juridique, sont assez importants. Et donc, c'est important d'en parler aujourd'hui, puisque très concrètement, la loi, elle date de 2025, avec une entrée en vigueur qui s'est faite au 1er octobre 2025. Et à l'échéance du 11 octobre 2026, il s'agit d'une première échéance qui constitue la date limite pour la réalisation du premier audit énergétique. On verra comment tout à l'heure, et selon les situations, dans quel cadre, en fait, cette date limite, cette première date limite doit être respectée. Et par la suite, il y a également une deuxième date, une deuxième échéance qui est très importante, celle du 11 octobre 2027, qui est relative à la mise en place et à la certification du système de management de l'énergie, et Charlotte en parlera également, de la norme ISO 50001. Donc, ces dates, elles sont rapprochées, c'est-à-dire pour une mise en conformité par rapport au texte qui est rentré en vigueur, bien évidemment, vous devez avoir déjà étudié, analysé toutes ces dispositions, et je suis sûre avoir plein de questions sur tous ces sujets. Et puis, concernant le secteur public, il y aura une extension progressive de ces obligations, mais un peu plus, j'allais dire, de façon un peu plus
progressive. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, en effet. Quelles sont les entreprises qui sont assujetties? Déjà, bon, je pense, vous le savez tous, mais je ne vais pas parler ici des particuliers, hein, je parle ici des entreprises. Les particuliers ne sont pas concernés en tout cas par ces obligations. Le texte, il est finalement pour nous juristes assez, j'allais dire assez facile et assez difficile parce que tout est concentré, déjà il faut le savoir, dans un seul article, hein, c'est l'article 25 de la loi, qui est décliné dans le Code de l'énergie, dans les références que vous avez ici sur les slides. Et cet article 25 va vraiment concerner toutes les obligations qui vous concernent. Vous allez me dire, c'est assez facile du coup de s'y retrouver, mais en même temps, on va voir que ce n'est pas aussi facile que ça parce que tout n'est pas, en tout cas à mon sens, forcément décrit de façon très topique. Les personnes morales assujetties, ce sont les entreprises, les personnes morales qui sont immatriculées au RCS, hein, au registre du commerce et des sociétés, que vous avez, donc c'est une classification hein, très usuelle. Et également les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et donc qui sont tenues de nommer un commissaire au compte. Donc, très concrètement, de quelle forme sociale s'agit-il? On trouve tout type de sociétés commerciales, les sociétés anonymes, les SAS, les SARL, mais également, en raison de ce deuxième volet, des associations, des fondations, des GU à objet civil. Donc, en fait, le scope, si vous voulez, le champ en fait, d'application hein, de l'assujettissement des entreprises, il est très large. Arnaud l'a rappelé tout à l'heure, en fait, on a deux scopes qui sont très larges. On a le scope des entreprises assujetties et on a les énergies qui sont concernées. Donc, il va falloir la jouer avec des experts comme ceux qui sont autour de cette table, que je ne suis pas d'un point de vue technique, même si je comprends un peu les sujets, pour pouvoir vraiment croiser les différents sujets. Et on est donc, si on reste d'un point de vue strictement juridique, sur un niveau, un assujettissement qui est déterminé au niveau du numéro sirène, c'est-à-dire en agrégeant l'ensemble des établissements, des entités, des sites de l'entité qui sont tous usages confondus. Là aussi, Arnaud l'a cité, ça peut être des bâtiments, des transports, des flottes de véhicules, des procédés industriels, etc. La consommation, elle est calculée, on le verra aussi un peu plus tard, sur la moyenne des 3 années civiles suivantes. Alors, il y a quelques cas qui sont déjà, qui apparaissent, peut-être qu'on va le voir dans la slide suivante, qui sont des cas un peu particuliers, qui sont des questions qu'on voit déjà apparaître hein, par rapport à l'application de ce texte, qui sont relatives à, et qui ont pu nous être posées, quid si on est locataire ou propriétaire, est-ce qu'on est assujetti au texte? D'abord, sur ce premier point, on peut prendre ce premier point. En fait, là, encore une fois, tout va dépendre du critère de la consommation d'énergie liée à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que l'obligation va peser sur les factures d'énergie qui sont effectivement acquittées par l'entité sous son numéro sirène, qu'elle soit locataire ou qu'elle soit propriétaire. Donc, en fonction des cas, la situation, et j'allais dire la réponse peut varier, mais un locataire, pour prendre ce cas-là, peut être assujetti puisque la réglementation va considérer que c'est ces consommations liées à l'activité de l'entreprise qui va être directement concernée. Le propriétaire bailleur, dans un exemple également qui nous a été soumis, s'il n'exploite pas lui-même le site, a priori, il ne sera pas assujetti au titre du bâtiment loué. Alors, vous allez m'entendre souvent dire, et je sais que c'est parfois on a rarement des réponses très précises. Il faut savoir que le texte, il est en train d'être appliqué. On n'a pas de jurisprudence, on n'a pas de recul sur les cas. Et donc, je ne vais pas pouvoir donner forcément des réponses claires à tous les cas parce que tout simplement, il n'y a pas encore de précédent, comme on dit dans notre jargon, qui nous permettent de le faire. Mais on a quand même quelques petites idées. Toujours est-il que et d'un point de vue et là, c'est notamment du point de vue des experts en droit immobilier, il faudra tout de même, du point de vue du bail, bien vérifier la rédaction de certaines clauses parce que ces questions, et on va voir que les coûts qui peuvent être
et notamment en cas de sanction, on en viendra à la fin de cette présentation, peuvent être extrêmement importants si ces obligations ne sont pas respectées. Sur ce sujet, on a ces questions de locataires, de propriétaires. Il y a également des sujets de réseaux multisites avec une occupation partagée par plusieurs SIRET. Et ici, c'est le numéro SIREN concerné qui sera celui de la société souscriptrice du contrat d'énergie. On va y venir sur les sanctions. Je vois des questions là qui arrivent et forcément, elles sont malheureusement assez lourdes. Je dois vous le dire d'emblée. Je ne vais pas faire beaucoup de suspense là-dessus. Mais sur les questions de réseau, comment dire, multisite, on prend également la référence du SIREN. Bon, donc je vais essayer d'avancer et puis comme ça, on pourra laisser la place aux questions. Peut-être peut-on passer à la prochaine diapo. Alors, une fois qu'on a vu cette question d'assujettissement, on voit en réalité qu'il y a différents types d'obligations. Alors là, on commence par les plus grandes entreprises. On aurait pu commencer par les plus petites, mais les plus grandes entreprises et celles qui sont concernées vont avoir un nouveau système, même s'il n'est pas totalement nouveau, mais un système qui a évolué dans la loi d'adultes 2025, c'est ce système de management de l'énergie pour les entreprises dont la consommation annuelle d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures par an. Ici, ce qui change en fait avec la loi d'adultes de 2025, c'est qu'avant 2025, les entreprises pouvaient, c'était un choix stratégique, mettre en place une forme de gouvernance, de monitoring qui permettait de manager, entre guillemets, l'énergie. Aujourd'hui, et avec l'entrée en vigueur de ce texte, il s'agit d'une obligation légale. Et donc, qui dit obligation légale, dit respect d'un certain nombre de prescriptions. Et en cas d'absence de respect, des sanctions qui vont être appliquées à l'entreprise concernée. C'est-à-dire que ce n'est pas une faculté, ce n'est pas seulement un sujet de stratégie ou de gouvernance, c'est maintenant une obligation. Donc, ici, le code de l'énergie, l'article L233.1 du code de l'énergie est très clair. Ce système de management de l'énergie, il est défini comme une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique qui repose sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significatifs d'énergie et les potentiels d'amélioration. Ce qui est très important dans le texte, c'est que le système de management de l'énergie doit être certifié par un organisme de certification accrédité, par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatérale qui est établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cela veut dire que du point de vue, encore une fois concret, d'un point de vue juridique, il ne s'agit pas de dire on va faire en sorte, on va faire nos meilleurs efforts pour mettre en place un système de management de l'énergie. Il faut le mettre en place et ce système de management de l'énergie doit être certifié. Alors, Charlotte le détaillera de façon plus complète, mais ce qu'il faut comprendre du point de vue, et c'est là où c'est véritablement, à mon sens, une grande révolution pour les entreprises, c'est que, et pour les organismes qui sont assujettis, c'est qu'il ne s'agit pas d'un exercice ponctuel, le système de management de l'énergie. Il s'agit vraiment d'un système permanent, selon nous, vraiment, et c'est là où on change radicalement dans la philosophie, c'est un système permanent de gouvernance énergétique qui va être intégré et qui doit être intégré au fonctionnement quotidien de l'entreprise. Et alors, on rentrera peut-être plus tard dans les détails de quelles sont les principales étapes à suivre au niveau de l'entreprise. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça, là, je vais rentrer dans tous ces détails de ces principales étapes, même si on peut en discuter tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche, elle ne se fait pas en 2 ou 3 mois. La démarche, elle va se faire entre environ, et Charlotte me contredira si je dis des bêtises, mais à mon sens, elle doit se faire et il est prévu qu'elle se fasse plutôt, on peut dire d'un point de vue juridique, entre 12 et 18 mois. C'est un délai qu'on peut considérer comme
raisonnable pour ce système de management de l'énergie. Je n'étais pas très forte en mathématiques, mais je sais quand même un peu calculer. Vous voyez qu'on est en juin 2026. Il faut vraiment tout de suite réagir si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est quand même assez lourd. Et surtout, ce sont des délais, encore une fois, ce système de management de l'énergie doit être certifié. On y reviendra et du coup, c'est une obligation qui sera vérifiée par l'administration. Alors, il existe un autre système. Peut-être qu'on va, oui, parce que je regarde le temps qui passe et donc on va passer à l'autre système. Pour les entreprises dont la consommation d'énergie finale est comprise entre 2,75 gigawattheures et 23,6 gigawattheures par an, on est ici sur un choix, soit mettre en place un système de management de l'énergie certifié, soit mettre en place un audit énergétique. Et cet audit énergétique, lorsqu'elles n'ont pas obligation de mettre en œuvre un SME, cet audit énergétique doit être réalisé par les entreprises tous les 4 ans, dès lors qu'elles exercent des activités en France. Alors, le sujet de l'audit énergétique, ici, on est également dans une continuité par rapport à ce qui pouvait exister auparavant, même si on a quelques différences du point de vue technique et du point de vue du contenu de l'audit. Et ça, on y reviendra certainement également après. Toujours est-il que cet audit, il doit être réalisé par un auditeur certifié ou par un organisme accrédité. Il doit y avoir une attestation de réalisation signée conjointement par l'auditeur et par le représentant de l'entreprise, qui doit être transmise avec le rapport à l'ADEME dans les 2 mois suivant sa réalisation. Donc, ce système d'audit, il est important à noter, puisque cet article 25 de la loi DADU nous indique que les entreprises nouvellement soumises à cet audit, ce qui correspond aux entreprises dont la consommation est comprise justement entre 2,75 gigawattheures et 23,6 gigawattheures, doivent réaliser leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026. Et on verra ensuite, il y aura certainement des questions sur l'application dans le temps. Si vous avez déjà été soumis à une obligation de réaliser un audit énergétique par le passé, ou si vous n'y avez pas du tout été, pour préempter en fait une question qui pourrait être posée. Si une entreprise n'est pas nouvellement soumise à cette obligation de réaliser un audit énergétique, par exemple, elle l'a réalisé en 2023, alors la prochaine échéance pour réaliser un audit est, selon nous, selon notre compréhension des textes, en 2027. Voilà. Donc, encore une fois, je mets toutes les protections nécessaires en indiquant ceci. Alors, du point de vue des obligations, peut-être une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des dérogations par rapport à la réalisation de ces obligations? C'est souvent des questions qui nous sont posées. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Est-ce que vraiment on rentre dans le champ d'application? Et on va voir ça dans la diapositive suivante. Ces dérogations, elles sont également prévues à l'article L233.1 du Code de l'énergie. Et elles vont être prévues elles ont été prévues par décret, et donc ça nous renvoie à la partie réglementaire du Code de l'énergie. Il y a 2 types de dérogations pour les personnes morales qui ont mis en œuvre un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 2015 et à l'autre et ADM 1 2024 ou toute autre norme équivalente. Dans ces cas-là, il peut y avoir une dispense, en tout cas selon l'interprétation du texte, à la fois une dispense de l'audit ou une dispense du SME. Également pour les personnes pour les personnes morales qui mettent en place un contrat de performance énergétique. Mais là, je vais apporter tout de suite une nuance.
un contrat de performance énergétique, dans ces cas-là, il peut y avoir également une dérogation. Par contre, sur le contrat de performance énergétique, on est ici plus prudent parce que selon nous, enfin, ce n'est pas encore véritablement opérationnel en pratique, nous sommes toujours dans l'attente de la publication de l'arrêté qui précise en fait les modalités d'application de cette dérogation. Donc, faire attention ici au suivi de l'évolution réglementaire si vous êtes dans ce cas-là en tant que en ayant mis en tant que comment dire en ayant mis en place un contrat de performance énergétique et voilà, on n'est pas forcément encore certain de la façon dont la dérogation va s'appliquer en attente du texte réglementaire. Alors peut-être sur la slide suivante. Alors, les points d'attention par rapport à ces obligations, bien évidemment, ça va être à la fois de vérifier, ça reprend ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire en fonction de la catégorie dans laquelle vous entrez, bien vérifier que la démarche SME a été engagée, mais également avant la date limite. Il ne suffit pas d'engager de la démarche, il faut que ce système de management de l'énergie soit certifié, au plus tard le 11 octobre 2027. Par ailleurs, concernant les entreprises dont on vient de parler, il faut que les entreprises dont la consommation finale annuelle qui est supérieure à 2,75 gigawattheures et inférieure à 23,6 gigawattheures mettent en œuvre ce SME certifié ou ait réalisé cet audit avant le 11 octobre 2026. Et c'est là qu'on va évoquer la question des sanctions, qui là est, j'allais dire, évoquée dans cette diapositive qui reprend en fait le texte du Code de l'énergie. On a un régime de sanctions administratives qui est assez clair ici. L'article L233-4 en dispose, mais qui est quand même assez important, qui n'a pas vraiment changé en fait par rapport au texte précédent, mais étant donné que le champ d'application du texte a changé finalement, on va voir que ça peut apparaître un petit peu plus sévère. Puisque le contrôle, il sera effectué, du respect de ces obligations, il sera effectué par l'administration. Il sera effectué via la plateforme ADEME par les administrations en charge qui vont être, qui seront très certainement, enfin qui sont les administrations DREAL, DEAL, DRIAT, et qui peuvent sanctionner et qui pourront, avec un mécanisme de sanction des contrevenants. La procédure prévoit, si ces délais et si la conformité aux obligations n'est pas respectée, prévoit une procédure de mise en demeure. Une mise en demeure préalable, là où c'est moins sympathique, c'est que la mise en demeure préalable, elle peut être rendue publique, selon la taille de l'entreprise, selon son nom, selon sa réputation. C'est toujours des cas dans les textes. Il faut être attentif à cela, parce que c'est dans la lignée du droit d'ailleurs, de l'évolution du droit de ces dernières années, qui va avec tous ces mécanismes d'ailleurs de suivi de la conformité, de la compliance, etc. Et du coup, du fait de rendre publique une éventuelle mise en demeure. C'est éventuellement un risque réputationnel en fonction, encore une fois, de la nature de l'entreprise. Ce risque qu'il faut couvrir. Et puis, du point de vue des amendes, des sanctions financières, en cas d'absence d'audit énergétique, la sanction, c'est une sanction qui peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos, qui peut être porté jusqu'à 4% du chiffre d'affaires hors taxe dans les mêmes conditions en cas de récidive, en cas de violation de la même obligation. On a également, en cas d'absence du système de management de l'énergie certifié ISO 50001, la même sanction, avec également, ce qui est important ici, c'est que on voit que ces sanctions, elles sont proportionnelles au chiffre d'affaires et elles ne sont pas plafonnées à un montant fixe. C'est-à-dire que pour une entreprise qui aurait un chiffre d'affaires extrêmement important,
la sanction peut atteindre des sommes qui peuvent être extrêmement importantes, notamment en cas de récidive. Et donc, voilà, ce régime des sanctions, il est assez clair et il est assez, j'allais dire assez classique, mais néanmoins assez peu permissif par rapport aux régularisations possibles, même si on ne doute pas que dans le cadre d'une mise en demeure, l'entreprise sera à même, même si le texte ne le dit pas, mais je suis à peu près persuadée que ce sera le cas, sera même de régulariser sa situation dans un certain délai avant d'être sanctionné. Mais tout ça, c'est une affaire de cas, c'est une affaire de discussion ensuite avec l'administration, c'est une affaire factuelle. Et c'est là où les experts que nous sommes peuvent intervenir. Je crois que j'en ai fini pour mon propos. D'un point de vue juridique, j'espère que je n'ai pas été trop... Non. Je reste... Merci beaucoup Sandrine. Il y a déjà beaucoup de réactions dans le chat et beaucoup de questions donc on prendra à la fin le temps d'y répondre. Donc sans plus attendre, Charlotte, justement, donc la manière de répondre, une des manières de répondre, c'est la mise en place de ce fameux SMA certifié. Et une des manières de le certifier, c'est l'ISO 50001. Exactement. En tout cas, d'abord, merci Sandrine pour ce décryptage juridique précis. Arnaud l'a souligné, on a pas mal de questions, on y reviendra, mais en tout cas, on a bien compris que cette loi d'ADU n'est pas une simple recommandation de plus, mais c'est bien un cadre strict qui est assorti de sanctions administratives, financières et réputationnelles. Donc finalement, il faut vraiment s'appuyer sur cette loi et ne pas le voir comme un fardeau, mais bien le voir comme un formidable accélérateur de performance, pour revenir un petit peu par rapport au sondage qui a été fait au départ. Cette loi, enfin cette certification ISO 50001, en fait, ce n'est pas une certification hors sol. C'est vraiment un investissement dont les bénéfices sont immédiatement mesurables et on peut les regarder sur 4 dimensions différentes. Le premier pilier, évidemment, c'est la performance énergétique durable. Les faits sont là. En fait, on le voit bien, et c'est ce que communément on ressort des points un peu opérationnels, c'est que mettre en place un système de management de l'énergie, ce qu'on appelle un SME, et en plus un SME certifié, permet finalement de générer globalement entre 10 à 25% d'économie d'énergie. Ces 10 à 25% d'économie d'énergie vont permettre de travailler derrière sur un ROI moyen constaté de 3 à 4 ans, ce qui veut dire que finalement, cette démarche, c'est certes un investissement au démarrage, mais elle se finance d'elle-même. Et donc, on sort de ce cadre finalement déclaratif pour entrer dans de l'amélioration continue grâce à ce qu'on a appelé les IPE, les indicateurs de performance énergétique. Donc, ce pilier, il est important et il faut bien garder en tête que c'est l'un des points de départ de cette certification ISO 50001. On a un deuxième pilier qui est le pilotage et la gouvernance. L'ISO 50001, c'est finalement, ça va venir globalement structurer l'organisation. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en one shot. Sandrine en a parlé rapidement tout à l'heure et elle avait totalement raison. C'est quelque chose qui va se vivre dans le temps, qui va permettre de faire éclater quelques silos et de mettre en place des rôles, des responsabilités et un reporting qui est clair, qui est défini et que finalement on va faire travailler et améliorer dans le temps pour pouvoir performer et mieux consommer. Finalement, on pourrait dire que c'est un outil parfait pour aider les entreprises et pour aider des directions générales à prendre des décisions qui sont éclairées, puisqu'on commence vraiment à avoir des indicateurs de performance énergétique qui permettent de driver une trajectoire qu'on va vouloir poursuivre. Le troisième pilier qui est important dans le cadre de cette certification ISO 50001, finalement, ça va être la valeur RSE et la valeur réputationnelle, la valeur image. La crédibilité environnementale, aujourd'hui, c'est un actif immatériel. On le voit avec justement l'ensemble des lois, des décrets qu'on peut avoir. Et donc, finalement, travailler sur cette partie-là est vraiment un atout majeur. Ça permet d'apporter une preuve indiscutable à la fois à vos partenaires, également à vos investisseurs si vous en avez, à vos clients et même en interne, de montrer l'engagement concret que vous avez en faveur du climat et surtout en faveur des économies d'énergie. Et le dernier pilier important dans le cadre de cette certification ISO 50001, ça va être le financement de cette performance. On en a un petit peu parlé avec le premier point, c'est que finalement, les économies générées sur les dépenses de fonctionnement, ce qu'on appelle communément des OPEX, vont dégager de la marge pour autofinancer des investissements de transition, donc plutôt là, des CAPEX. Et cette transition va finalement venir valoriser fortement des dossiers que vous pourriez faire, des dossiers d'appel d'offres par exemple, ou même vont venir vraiment valoriser globalement le patrimoine immobilier de votre parc. Donc voilà, ce qu'il faut garder donc en tête, c'est que cette
cette certification ISO 50001, elle découle d'une obligation réglementaire, mais il faut l'utiliser vraiment comme un pilier de la transition pour venir valoriser l'ensemble de vos actifs et finalement vous permettre de rentrer dans une démarche vertueuse de consommation. Alors, comment on fait finalement, pour un point de vue très concret, pour pouvoir mettre en œuvre cette certification ISO 50001? Et donc, c'est là où on jump finalement dans ce qu'on appelle la méthode PDCA, qui veut dire Plan, Do, Check, Act, qui est une méthode éprouvée, universelle et qui est globalement assez efficace pour pouvoir identifier, et on le voit bien ici qu'il s'agit d'une roue, donc une roue d'amélioration continue qui fait un peu, si vous en avez entendu parler, donc c'est ce qu'on appelle le principe de Deming, la roue qui tourne en continu, pour finalement se dire que le SME, ce n'est pas un audit one-shot, ce n'est pas une action qu'on a fait d'un moment donné de sa vie dans l'entreprise et qui finalement prend la poussière, c'est bien un moteur d'amélioration continue qui tourne sans s'arrêter. On commence par la partie plan pour planifier. Donc, on va faire ce point de départ qui est vraiment la cartographie de l'existant. On va définir la situation de référence, on va fixer des objectifs de gain ambitieux, mais qui sont réalistes par rapport à votre situation initiale. On va ensuite faire le do pour le déployer. C'est en fait le passage à l'action. Donc, on va mettre en œuvre l'ensemble des plans d'action qu'on aura définis ensemble dans le cadre des premiers points et en tout cas des premières conclusions qu'on aura vues par rapport à la première étape. Une fois qu'on a planifié, une fois qu'on a réalisé, on va venir contrôler. Donc, c'est ce qu'on appelle le check. Là, c'est l'étape de mesure, de vérification de l'efficacité des actions et on vient s'assurer finalement que les résultats qu'on obtient ne dérivent pas par rapport avec ce qu'on avait estimé dans la phase de planification. Et on revient sur le acte qui est finalement agir, ajuster et dans la vie, finalement, on a écrit l'histoire, on sait comment ça veut se passer. Il y a des fois où on va avoir quelques décalages. Et c'est vraiment dans cette phase-là où on va corriger les écarts, où on va capitaliser sur les réussites, parce que bien évidemment, on en aura. Et on va venir ancrer durablement cette performance et on va venir réajuster les points qui auraient dérivé. Et on revient sur cette roue où on replanifie à nouveau les nouvelles actions par rapport aux premiers résultats. On les déploie, on les contrôle et on continue. Et donc, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, cette démarche d'ISO 50001, on ne décide pas un matin de se dire on la met en place et 3 semaines après, c'est fini, c'est validé et on est prêt pour la certification. C'est vraiment une étape qui vient structurer, qui vient engager l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour pouvoir travailler au global. Et donc, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps et communément, on estime entre 12 et 18 mois pour pouvoir mettre et obtenir une certification. Et donc, cette méthode, elle est vraiment éprouvée, elle existe et ça permet, du fait qu'elle tourne en permanence, de pérenniser les économies d'énergie. Donc, concrètement, comment ça se passe? Je vais essayer de rentrer assez rapidement dessus parce que l'objectif ici, c'est de traduire cette méthodologie PDCA en actions concrètes sur le terrain. Et finalement, comment est-ce que nous, Sobre, on peut vous accompagner sur ce sujet? Donc, sur la phase du plan, qui est la première étape, nos ingénieurs, globalement, réalisent ce qu'on appelle une revue énergétique initiale. On peut faire quelques visites sur site s'il y a besoin. On va définir ce qu'on appelle des UES, des usages énergétiques significatifs, et on va co-concevoir le plan de comptage et le plan d'accompagnement pour pouvoir justement piloter et mettre en œuvre cette certification ISO 50001. Sur la phase du do, on va déployer le système de management de l'énergie. On va former les énergie managers en interne si vous en avez, ou sinon on va déployer nos énergie managers. Et on va lancer ces actions d'efficacité énergétique concrètes à gain rapide. Ce système de management de l'énergie, il a pour objectif d'avoir des gains rapidement, des gains concrets. Et donc, on n'est pas sur des investissements qui vont prendre 5-10 ans. On est vraiment sur des actions, sur des choses qu'on peut mettre en œuvre de façon très rapide, de façon efficace, pour que ce soit porté et qu'on ait tout de suite, finalement, des économies d'énergie. Sur la phase du check, on va suivre en temps réel, notamment grâce à la plateforme, les consommations et on va pouvoir détecter des anomalies et corriger très rapidement si on a des écarts et si on identifie que, par exemple, un site a explosé son talon de nuit. Et sur la phase acte, on va animer des revues de direction, on va animer des revues avec des responsables de site, avec des échéances qui pourraient être mensuelles, trimestrielles ou semestrielles en fonction de ce qu'on veut déployer, pour justement pouvoir ajuster le tir et pérenniser la démarche. Mais donc, ce qui est très important, on en a déjà parlé, hein, je ne reviens pas dessus, mais c'est le délai. C'est-à-dire qu'obtenir une certification ISO 50001 qui soit robuste, qui soit conforme, ça prend du temps. Ça prend du temps
pour deux choses. La première, c'est effectivement, c'est comment cette transformation va venir se mettre en place dans votre organisation. Et donc ça demande du travail et ça demande du temps. Mais c'est aussi, on l'a vu, pour avoir cette certification, on passe par un auditeur externe, donc par des organismes qui sont habilités, type Socotec, Bureau Veritas et compagnie. Et eux ont aussi un carnet de commandes et pourrait y avoir un goulot d'étranglement aussi de demandes de certification en vue de l'obtention de cette ISO 50001 à échéance 2027. Et au plus tôt on engage la démarche, au plus tôt on est prêt à présenter et à proposer ces audits de certification, au mieux on est serein et on évite de finalement ne pas être en conformité. Le premier prérequis, et je vais très très vite pour qu'on ait un tout petit peu de temps ensuite pour pouvoir passer sur les questions, bien évidemment, on ne pilote bien que ce que l'on mesure précisément. Donc l'objectif, c'est de pouvoir passer de l'approximation à une donnée fiable qui soit unique et qui soit centralisée. Et donc pour ça, l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui permet de centraliser ces données énergétiques. Et c'est ce qu'on propose notamment avec Datamark Neo chez Sob, mais plus largement avec DeepKey, qui est une plateforme qui permet de centraliser l'ensemble des consommations d'un bâtiment et de plusieurs bâtiments pour vraiment avoir dans un seul endroit, dans un unique point de contact, l'ensemble des dimensions énergétiques d'un bâtiment. Et pour finir, ce qui est extrêmement important, vous l'avez compris, c'est que cette ISO 50001, ce n'est pas juste de mettre une plateforme, il faut vraiment pouvoir la faire vivre, il faut mettre en place ce principe d'amélioration continue et surtout, il faut embarquer tous les acteurs de votre société dans cette démarche puisque c'est un projet qui finalement est humain avant d'être technique. Puisque la technologie, les algorithmes ne font pas tout, le SME, c'est le point de départ. Mais finalement, ça ne va réussir que si l'humain est réellement au centre de la démarche pour qu'on puisse vivre et qu'on puisse faire vivre l'ensemble des étapes de ce principe d'amélioration continue. Donc, de la phase des études d'économie d'énergie jusqu'à la coordination globale, l'humain reste au centre et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de temps pour pouvoir le déployer, le travailler et s'assurer de la conformité de la démarche dans le cadre de l'ISO 50001. Merci beaucoup Charlotte, en tout cas dans un temps record. Si vous voulez en tout cas aller plus dans le détail, il existe un livre blanc qui permettra peut-être de creuser pour vous, de faire maturer un petit peu cette réflexion, puisque vous l'avez vu, il y a la stimulation réglementaire, mais ça peut être aussi une opportunité pour vous qui est peut-être entre le 275 et le 23.6, peut-être de mettre en place, au lieu de mettre en place des audits énergétiques, un système de management de l'énergie, puisque ça a des vertus d'amélioration continue. En tout cas, si vous avez cette réflexion, là, vous pouvez prolonger cette réflexion. N'hésitez pas à télécharger ces livres blancs. Sans plus attendre, on va prendre les questions, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Et merci en tout cas à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir posé ces questions. Je vais m'en faire un petit peu le porte-parole. Et donc, je suis désolé si on ne peut pas répondre à toutes, mais on va essayer quand même de les centraliser et d'y répondre. Donc, première question. Alors, c'est beaucoup des questions à dimension juridique, comme beaucoup d'entre vous. Donc, alors, peut-être là une question sur, en tant que bureau d'études qualifié au PQI-BI, comment simplifier l'identification des entreprises concernées par le seuil des 2,75 gigawattheures. Donc, on a eu ces premiers seuils entre 2,75 et 23,6. Une bonne partie des acteurs ne suivent pas précisément leur consommation, ne savent pas ou ne connaissent pas s'ils sont concernés par la loi d'ADU. Charlotte, tu veux répondre? Bon, évidemment, c'est un prérequis, évidemment, de connaître. On l'a vu, c'est que effectivement, on ne peut contrôler que ce qu'on maîtrise et ce qui est remonté. Et donc, finalement, on a besoin de connaître les consommations d'un sirène. Et donc, Sandrine nous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment des entreprises et c'est au niveau du sirène qu'on va regarder les consommations énergétiques, à la fois du bâtiment, mais également du transport. Et on a bien besoin d'avoir les factures énergétiques ou en tout cas des données énergétiques pour pouvoir valider ou non le critère d'assujettissement. Donc, l'un des premiers points, c'est effectivement d'être en capacité de centraliser, que ce soit sur des fichiers Excel de façon un petit peu empirique, comme ça a pu être fait, ou à travers une plateforme telle qu'on l'a présentée, sachant que la mise en place de cette plateforme reste le prérequis pour une certification. Merci beaucoup Charlotte. Une question d'ordre juridique beaucoup. Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît confirmer qu'une entreprise, entre guillemets, telle que définie dans l'EED, donc la directive et sa transposition française d'ADU, est bien caractérisée par son sirène ou équivalent européen et non son SIRET? Oui, exactement, je confirme.
puisque c'est ce qui est prévu en fait par la loi et par le Code de l'énergie. C'est bien le Siren qui doit être pris en référence. Je vous rappelle la différence entre le Siren et le Siret. Le Siren, c'est le numéro unique d'identification d'une entreprise. Et le Siret, c'est l'identifiant de chacun des établissements de l'entreprise, qui donne notamment une indication géographique que ne donne pas le Siren. Donc, on se réfère ici, et la loi se réfère au Siren. Et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées à cet égard. Et donc, c'est bien ici le Siren qui doit être pris en compte. Donc, la consommation sur la base du Siren. Oui. Oui, juste pour compléter, il y a un certain nombre d'acteurs immobiliers, notamment des foncières, qui peuvent avoir qui ont une structure juridique SCPI et qui se cascadent potentiellement en SCI. Donc là, il y a un numéro de Siren pour chaque, c'est-à-dire qu'il faut regarder les seuils de consommation pour chacune des sociétés. Oui, ça va beaucoup dépendre de la structuration, en effet, comme vous l'indiquez, qui a été retenue. Mais si on a une structuration avec plusieurs numéros de sirène, on devra regarder au niveau de chacun des numéros de sirène. Par contre, si c'est une structuration avec un numéro de sirène et des établissements qui disposent chacun d'un siret, on ne va pas regarder au niveau de chacune des entités et du siret de ces entités. On va regarder la consommation finale d'énergie et le seuil au niveau du siret. D'accord, très bien. Quelle est votre analyse juridique des modalités d'assujettissement concernant les bailleurs sociaux? Alors, c'est un sujet assez connexe qui ne gère donc pas un parc tertiaire. Oui. Alors, c'est vrai que c'est assez connexe. Et sur les bailleurs sociaux, en fait, il y a une multitude de régimes juridiques ou de formes juridiques selon lesquelles les bailleurs sociaux peuvent intervenir, que ce soit des organismes d'habitation à loyer modéré, des SEM, des associations foncières. Tout va dépendre, là encore, et pardon de cette réponse un peu basique, du Siren. Et du coup, on va évaluer en fonction de la structuration qui a été retenue et de la qualification qui a été retenue par le bailleur social, en fait, la consommation au niveau du Siren du bailleur social. Donc, en gros, si c'était enfin, en tout cas des HL, enfin, l'habitat social qui serait opéré par une SEM, par exemple une SEM, donc potentiellement, donc qui aurait un Siren associé, ce serait potentiellement assujetti. Potentiellement assujetti, tout à fait. Potentiellement assujetti. Oui, il y a des zones de flou, encore une fois, et j'en suis bien désolée, mais c'est vrai que c'est potentiellement, en tout cas selon notre analyse, assujetti, en effet. Merci Sandrine. Les 40% d'économie d'énergie à réaliser avant 2030 sont sur l'énergie finale. Ça, c'est une question. Donc, il n'y a pas de correction vis-à-vis des rigueurs climatiques, des JU, chauffe-eau et des JU clim. Est-ce que ça, c'est des éléments qui sont pris en compte dans la loi ou dans les décrets qui sont associés? Vous savez, des JU, c'est la méthode qui neutralise en tout cas les effets du climat, saison de chauffe, etc., pour ne considérer que ce qui est lié en fait à la consommation. Oui, alors c'est vraiment, et encore une fois, je me réfère au texte, lié à l'énergie finale. Je ne sais pas si dans l'appréciation ensuite de ces textes, ce type de calcul sera modulé en fait pour prendre en compte ces éléments, mais je ne peux pas vous donner aujourd'hui en tout cas de réponse claire. Aujourd'hui, c'est clairement l'énergie finale qui est prise en considération. L'énergie finale, pas forcément en tout cas corrigée du climat. Effectivement, il me semble pas que c'est une vraie question et ce sera peut-être analysé si vous voulez différemment et notamment par l'administration. Encore une fois, on n'a pas de recul sur les analyses qui vont être menées ou sur l'interprétation des textes telle qu'elle va être donnée. Comme je vous l'ai dit, du point de vue strictement juridique, on a un texte qui est très concentré, l'article 25 de la loi, qui est très concentré dans le Code de l'énergie au niveau réglementaire. Et on n'a pas encore j'allais dire, toutes les commentaires ou toutes les analyses qui nous permettent d'avoir le recul en fait sur la façon dont ça va être interprété. Il y aura très certainement des interprétations en ce sens. J'en suis à peu près persuadée. Ça irait dans la logique de l'ensemble. Le volet transport est un élément important de la loi. La mobilité et les PME, le secteur du transport routier est fortement impacté et vous savez qu'il est un petit peu fragilisé en ce moment par la crise énergétique. L'aspect d'électrification pour eux va se faire progressivement, mais entre-temps, ils sont un petit peu fragilisés et donc se pose légitimement la question, pour le premier seuil, l'audit énergétique peut-il être réalisé en interne ou obligatoirement par un prestataire certifié?
Alors là, je pense que je vais laisser peut-être Charlotte plus Ouais. directement répondre, mais à mon sens, c'est par un prestataire certifié. Mais Exactement. En fait, la directive impose le fait que ces audits d'ADU soient réalisés par un auditeur certifié, donc qu'il soit au PQIBI ou COFRAC, pour pouvoir réaliser ces audits d'ADU. Après, il va falloir qu'en interne, vous identifiez un référent finalement pour pouvoir échanger avec les auditeurs et réaliser donc derrière l'audit énergétique. Mais l'audit en tant que tel, pour qu'il soit jugé comme recevable, doit être fait par un organisme ou un bureau d'études qui est certifié. Merci beaucoup, Charlotte. Je passe rapidement. Juste, il y avait une question. Est-ce qu'une entreprise qui a fait un audit énergétique en 2025 doit-elle refaire un avant octobre 2026? Vous avez répondu à cette question, Sandrine. En tout cas, si on a un audit énergétique, je veux dire, qui comprend aussi la mobilité, s'il y en a, eh bien, à ce moment-là, il n'a pas à refaire pour octobre 2026. On est d'accord? exactement, oui, on va calculer le délai de 4 ans, pardon, à partir de 2025. Et juste Arnaud, il y avait une petite question aussi rapidement. Est-ce qu'il faut auditer tous les bâtiments d'un parc ou est-ce que c'est un échantillonnage? Dans le cadre de la loi d'ADU, on va prendre 80% de la consommation d'énergie. Ça va représenter un certain nombre de bâtiments. Et en fait, on va faire la racine carrée de ce nombre de bâtiments pour identifier justement le nombre de bâtiments final à auditer, sachant qu'il doit être représentatif de l'activité de l'entreprise. Bon, voilà. Donc, ça permet de répondre. Non, ce n'est pas tous les bâtiments. Il y a des critères d'échantillonnage qui permettent de simplifier et de quand même valider cette démarche d'audit d'ADU. Écoutez, on va devoir arrêter cette session. En tout cas, je suis très heureux. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup Charlotte d'avoir participé à cette session. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos questions. On a une autre opportunité à vous proposer pour ceux qui ont posé des questions dans ce webinaire, notamment via une invitation particulière qu'on vous fera suivre dans la journée. On est bien sûr à disposition, Sandrine et moi-même, pour être les points d'entrée et prolonger cette discussion avec vous. En tout cas, nous prenons effectivement l'engagement pour tous ceux qui ont posé des questions, de vous proposer un autre créneau assez rapidement. Je vous souhaite une très belle journée et puis on continuera notamment tous ces échanges dans un prochain webinaire dès la semaine prochaine, notamment sur le décret tertiaire, puisque les échéances, notamment du 30 septembre 2026, arrivent bientôt et notamment l'obligation aussi d'affichage au 1er juillet 2026 concernant les notes 2024. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.